Bonjour, bienvenue sur En suivant la lune. Bienvenue à tous les nouveaux qui sont arrivés récemment. J'ai pas encore eu beaucoup de temps pour vous remercier. J'ai eu une semaine très remplie la semaine dernière et cette semaine j'en ai profité pour me reposer. Donc bienvenue à vous et j'espère que vous trouvez votre compte ici. En tout cas, pour ceux qui arriveraient pour cette vidéo, vous pouvez vous abonner en dessous comme d'habitude. Moi je m'appelle Mina. Ici, on parle de choses, de plein de choses, beaucoup de tarot et d'oracles et de cartes forcément, mais pas que. Mais aujourd'hui, par contre, en l'occurrence, oui. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un tarot pour lequel j'ai eu un vrai coup de cœur, déjà à cause des images de Tom Buxbury qui sont vraiment extraordinaires. C'est The Mystical Dream Tarot. Voilà. Ici, c'est sa boîte. Alors, hélas, il n'existe pas en français pour l'instant. Ce serait bien peut-être que quelqu'un pense à l'éditer en français parce qu'il est vraiment très beau, très réussi sur plein de niveaux différents. Pas seulement l'imagerie qui est extraordinaire, comme je l'ai dit. Je vous mettrai le lien vers le travail de Tom Buxbury en dessous. Il est aux éditions Edison Books et l'auteur c'est Janet Piedilato, donc qui a aussi travaillé beaucoup sur les tarots depuis longtemps. Donc je ne fais pas un vrai unboxing, j'ai déjà utilisé, il s'ouvre comme ceci. Donc cette ouverture classique, vous avez 3 exemples derrière de tarot. Donc cette ouverture en tiroir. Et dedans, vous trouverez le livret qui est très bien fait pour une fois parce que, outre les explications des cartes classiques que l'on retrouve dans presque tous les livrets, celles-ci en plus sont très bien faites. Elles expliquent la symbolique des cartes, comment les lire. Vous avez aussi les correspondances entre ce tarot et les tarots classiques. Parce que par exemple ils ont Lord qui est le roi, le Lady qui est la reine, le Spirit qui est le chevalier, le Dreamer qui est donc le valet. Donc il y a les correspondances qui est assez intéressant pour les arcanes mineurs. Mais ce que je trouve aussi très bien, c'est à cette 3e partie où on vous présente des étalements avec chaque fois un étalement tutoriel qui est très bien fait. Et donc pour une fois, je n'ai pas à me casser la tête pour faire un étalement en fin de vidéo parce que c'est très bien fait. Il y en a plusieurs. Ici, c'est le Waking Dream Sprint, donc l'étalement du rêve éveillé autour du rêve sur la vie. Enfin voilà, il y a différents étalements avec plus ou moins de cartes. Donc pour des gens plus ou moins avancés dans un travail avec le tarot. Donc qui parle de rêve parle d'archétype. On est dans un tarot qui fait beaucoup référence à l'archétype, mais de façon psychologique. Et ce qui est très bien dans ce livret, c'est qu'il y a une bibliographie et on retrouve par exemple Jung dedans. Forcément, Jung a beaucoup travaillé sur le rêve, l'archétype et je conseille à tout le monde de lire du Jung de temps en temps. Un petit peu tous les jours. Non, je rigole. Un petit peu de temps en temps, c'est bien. Elle a aussi comme référence Kaplan qui a beaucoup écrit sur le tarot. Qu'on ne retrouve hélas pas beaucoup traduit en français, il me semble. Il y a Pollack aussi, qui est une femme qui écrit beaucoup aussi sur le tarot, que je n'ai pas encore lu, mais qu'on m'a conseillé plusieurs fois, donc je le retrouve là-dedans, je me dis, il faut quand même que je le lise. Et puis différents autres références, donc c'est bien, je trouve, d'avoir des références de lecture autour de ce tarot. Donc maintenant, je vais vous montrer les cartes avec, je les ai mis en petits tas par genre. Alors, on va commencer par les arcanes majeures. Alors déjà, vous voyez l'arrière. Enfin, je vais essayer de vous le montrer. L'arrière avec ce soleil
Et puis ce côté gris argenté qui est très joli. Donc ici, on ne sait pas si on le tire à l'endroit ou à l'envers, ce qui est toujours bien quand on parle de tarot. Donc voilà, alors elles sont un peu brillantes, on le voit. Les seuls trucs que je reprocherais, c'est qu'elles sont un tout petit peu molles, ce qui fait que quand vous battez les cartes, elles sont parfois un tout petit peu glissantes, mais c'est vraiment un problème mineur. Donc je vais vous présenter ces arcanes majeures, étant donné que je les ai déjà utilisées et que je viens de les battre, elles ne sont plus classées dans l'ordre. Donc on passe par le 12, ici qui est l'équivalent de l'étoile. On retrouve cette femme au bord de l'eau qui regarde la lune. Ici on retrouve l'étoile, c'est peut-être la lune en fait. On retrouve cette tortue qui est très symbolique du voyage aussi lointain, de la carapace, de la maison qu'on porte sur son dos. Cette femme est de dos, on ne connaît pas son visage, on imagine qu'elle rêve au bord de l'eau. La lune peut la guider d'un côté ou de l'autre sur ce rocher. Moi qui aime beaucoup les lacs, ça me rappelle un bord de lac. Donc c'est très bien. On a le 15 qui s'appelle le sorcier, qui est donc la carte habituelle du diable. On retrouve cette croix avec ce serpent et puis cette espèce de symbole presque utérin et cette coupe. Moi, elle me fait penser à la coupe au Graal déjà forcément, mais aussi à la coupe de Babylone. Je suis fatiguée moi. De Babylone, qui est la grande prostituée de Babylone. Et donc ce serpent qui peut être interprété de différentes façons. Et on pense bien sûr aussi au caducée de la médecine. Donc je trouve très intéressant dans ce travail sur les archétypes. Il y a cette montagne aussi derrière. Donc c'est l'attachement et en même temps le détachement. La foi et puis son contraire, suivant que vous la lisez debout ou couché. Il y a le soleil et la lune. On retrouve l'histoire du cycle et qui est très intéressant. Il y a tempérance. Cette fois-ci, elle ne verse pas d'eau d'un côté et de l'autre. Elle est là avec une pelle prête à creuser le sol, qui est aussi une forme de tempérance. Il y a le soleil et la lune qu'on retrouve, une symbolique que j'aime beaucoup, qui marque le cycle. On pense aussi ici à Déméter, la déesse de la fertilité et de la terre, qui est aussi la mère et qui a ce côté très tempérant justement. Donc ce qui est intéressant, c'est cette pose très fixe et puis ces roses autour d'elle qui s'étalent comme dans les jardins clos du Moyen-Âge. On a en 13 le renard. Donc on est ici sur la carte de la mort en fait, et le recommencement, on est dans une ronde, donc ici aussi un cycle, avec ce renard malin ou sage, le wise fox, et c'est une danse macabre, un peu comme au Moyen-Âge, avec l'ange qui peut représenter l'âme ou l'ange de la mort, et ce possible recommencement vers un autre univers que montre le squelette avec sa main. Donc c'est un véritable voyage vers l'univers qu'on fait à travers cette carte et on sait que tout n'est qu'un nouveau commencement et jamais une fin. Encore le cycle dans cette carte qui est la 5, c'est l'Ouroboros. On retrouve donc cette symbolique du serpent ou du dragon qui se mord la queue. On la retrouve dans différentes mythologies, y compris nordiques. C'est le cycle, mais ça peut être aussi l'enfermement dans quelque chose. Dans les mythologies nordiques, l'Ouroboros, qui est un autre nom que j'ai oublié, enferme les océans. Il permet que les océans ne se déversent pas dans l'univers.
Donc on peut l'interpréter de différentes façons et c'est un symbole que moi-même j'utilise pas mal dans mes peintures. Encore une fois le serpent, cette fois-ci c'est l'innocent qui remplace le fou. On voit ce serpent grimper sur ce mât sur lequel il y a une sphère qui fait penser à une boule de cristal. Donc c'est l'avenir, le choix. On n'est plus dans la folie du mât, comme dans le tarot chez nous, dans l'insouciance. On est dans quelque chose de plus intériorisé, une recherche beaucoup plus intérieure, et je pense que ce tarot va être très intéressant pour certains exercices que je vous proposerai dans les prochains temps. Ici, on a la lune, qui est en fait un chariot, puisque c'est un trône monté sur une lune qui ressemble à une roue. On est presque dans E.T., pourtant je déteste E.T., mais il y a cette espèce de jeune femme qui porte une femme plus vieille, elle a les cheveux gris. On est aussi dans le cycle lunaire cette fois, et il y a quelque chose de très pacifique dans cette carte, avec beaucoup de sagesse. J'ai pas encore étudié toute la signification des cartes, il est très récent. Il y a l'impératrice ici sur son trône avec son enfant. On peut imaginer que cet enfant est prêt à recevoir le savoir de la nature, mais aussi un savoir plus intellectuel ou spirituel, symbolisé par ce livre sur les genoux de sa mère, qu'on peut supposer être sa mère, mais peut-être pas du tout, ça peut être aussi une mère adoptive. Et cet enfant est le renouveau aussi. Une carte très intéressante, c'est la 8, où on trouve Maat, qui est le symbole de l'équilibre et de l'ordre chez les Égyptiens. Maat est une allégorie réelle de l'ordre. Quand on la voit chez les Égyptiens, elle symbolise vraiment que le monde doit être organisé d'une certaine manière. Elle est représentée assise ou debout. Ici, elle est debout, comme dans un sarcophage. Il y a aussi le fait qu'on ne doit pas se laisser enfermer uniquement par l'ordre et l'organisation. Et elle porte effectivement des ailes dans la tradition égyptienne, ou une plume sur la tête. Ici, elle porte un soleil ou une lune, je ne sais pas. Les amoureux, alors on est dans quelque chose d'un peu plus charnel, avec cette position un peu bizarre en pyramide qui s'élève vers le soleil. Donc on est presque sous l'œil de Providence, l'amour providentiel, et ces fleurs autour, printanier, l'amour sauveur aussi. Donc très intéressante carte aussi, puisque pour une fois on évoque aussi le côté charnel de la vie, ce qui échappe parfois à certains tarots plus classiques. Ici on a le pape qui est avec un chaudron et avec cette montagne en pyramide derrière, qui s'élève aussi vers un soleil ou une lune dans ce ciel gris. Donc à travers ce champ, on retrouve ici le symbole bien sûr de l'élévation avec la montagne, du rêve. Oups, voilà, je rêve tellement que... Et derrière lui, une figure noire, on ne sait pas vers quoi on tend. Est-ce que c'est son esprit à lui? Est-ce que c'est l'esprit de quelqu'un d'autre? Donc c'est extrêmement symbolique à différents niveaux. Le soleil, on dirait presque l'œil de Sauron, dans une référence plus pop culture, ou l'œil de Providence, ou le poisson aussi. On peut le prendre de différentes manières. En tout cas, c'est l'œil qui voit tout. Il n'est pas dans un delta. On retrouve le symbole du soleil et de la lune. Et puis cet œil très puissant, pas sur une tour comme Sauron, mais on sait que ça peut être aussi un œil mauvais, effectivement, comme par exemple dans Le Seigneur des Anneaux que j'évoque. Mais c'est souvent plutôt l'œil du savoir et de la providence.
Le jugement cette fois. Alors là, on est dans une thématique presque de conte. On se retrouve dans un château avec cette porte ouverte. Pareil, on retrouve cette figure sombre qui attend ici quelque chose. Est-ce que c'est notre inconscient? On reste dans cette idée que il y a des choses qui sont enfouies dans notre inconscient et on peut y aller par cette rivière, entrer et passer la porte. Passer la porte, par exemple, quand on fait un travail sur la part d'ombre. Et ici, il y a encore ce personnage debout qui lui voit tout. C'est Sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Que vois-tu venir? Non, je ne vois que le ciel qui lumine, je ne sais plus quoi, et la terre qui poudre. En tout cas, on retrouve ces thématiques de vision, de différents mondes, de différentes dimensions. On passe du conscient à l'inconscient. La lune qui est très intéressante avec ce côté tempétueux qui est très rare de retrouver dans la lune, qui est symbolisé habituellement par les chiens. Il y a le chien sauvage et il y a le bon chien, il y a le loup et il y a le chien. Ici, c'est la mer qui représente ce côté sauvage et cette maison emportée sous cette grande lune, c'est la marée qui emporte tout. C'est une très belle carte, je trouve, pour une méditation guidée. Je ferai probablement des méditations guidées, d'ailleurs en ASMR, dans quelques temps, à partir de cartes. Voilà, c'est pour l'annonce, la nouvelle annonce. Ici, on a le Serpentia Sol, le serpent qui est autour du soleil. On le retrouve dans différentes mythologies. Il peut être à la fois destructeur ou constructeur. Souvent, on le voit destructeur. Chez les Égyptiens, il est destructeur. Mais c'est aussi celui qui porte le soleil. Et c'est aussi, bien sûr, le Sol Invictus, le soleil invaincu, nous qui arrivons dans la période de Yule et de Noël. Le Sol Invictus, c'est le soleil qui se relève de la nuit. La prêtresse, et cette fois-ci, on est dans le rêve avec cette femme au voilage noir. Est-ce que c'est le personnage que nous voyons dans les cartes, les autres cartes? Est-ce qu'elle représente l'inconscient? On voit qu'elle enlève ce tissu sombre d'elle dans un geste très enlevé. Elle est sur une butte et c'est elle qui voit tout. Donc moi, elle me fait penser à ce personnage noir qui apparaît sur différentes cartes et qui peut représenter l'inconscient. Ici, on a le Wisdom Teacher, qu'on va traduire par celui qui apprend la sagesse. On peut supposer que c'est une femme, vu la cape, mais ça pourrait être aussi bien un homme. Ça me rappelle certains tableaux de Fuseli, chez qui on retrouvait ces personnages de dos face à des paysages grandioses de montagne ou de mer. Ici, dans le ciel, se trouve un autre personnage presque biblique. On est dans l'hermétisme chrétien dont je vous parlais. Est-ce que c'est une vierge qui apparaît dans le ciel pour annoncer quelque chose? On ne sait pas. En tout cas, on retrouve l'enfant de l'impératrice ici de dos aussi. On suit son évolution à travers le jeu et peut-être sa façon de grandir dans le savoir. Pour une fois, la tour, la maison Dieu, la carte qui fait peur, fait moins peur. En tout cas, quand tu es gothique, elle te fait moins peur. C'est un crâne. On est plus dans le recommencement, même si la maison Dieu par essence est un recommencement, mais à partir de bases détruites de façon plus violente. Ici, on retrouve la tour sur la tête du crâne, ce qui est assez intéressant comme position, puisqu'on retrouve ça chez Hécaté et chez d'autres dieux ou déesses. C'est ce tour ou pilier qu'on porte sur la tête. Donc là, la tour n'est pas brisée par les éclairs, elle peut vaciller et il y a cette lumière qui sort de la bouche. Chez les Égyptiens, il y avait une tradition de l'ouverture de la bouche. Lorsqu'on enterrait un défunt, il fallait lui ouvrir la bouche avant qu'il soit mis en sarcophage,
parce que l'âme devait s'échapper. Si la bouche n'est pas ouverte, l'âme reste dans le corps et reste coincée dans le corps pour toujours. Ce qui est un peu bête, de rester coincé dans son corps, alors qu'on peut aller vers l'élévation. Ensuite, on a cette carte-ci, Sophia. Alors, c'est un prénom, mais Sophia, c'est aussi le savoir. Par exemple, si on prend le mot philosophie, tout ce qui est en zophie derrière, c'est le savoir. Et Sophia en latin ou en grec. Donc, c'est de l'étymologie. Donc, Sophia, elle est presque comme Ève, elle a un serpent autour d'elle, elle a le feu du savoir et puis elle tient dans sa main une coupe presque de sang. On retrouve ici des fleurs que moi j'interprète comme... ça y est, j'ai oublié le nom de cette fleur, c'est vraiment la honte. En plus, je l'ai tatouée sur le pied. Je vais retrouver son nom. Je connais le nom d'un médicament que j'ai longtemps pris avec cette fleur. C'est une fleur violette qui pousse en forêt et qui a des fleurs en forme de cloche violette. Il ne faut surtout pas toucher parce que c'est un poison qui ralentit le cœur. Et avec, on fait un médicament qui s'appelle la digoxine que j'ai pris pendant longtemps et pour ralentir mes arythmies cardiaques. Mais voilà, c'est une fleur très intéressante dont j'ai oublié le nom, pardonnez-moi. C'est ma vieille mémoire qui est très chiante. Donc voilà pour cette carte. Ici, on a le protecteur des rêves, donc l'empereur. Pareil, on retrouve cette vague de marée qu'on avait dans la lune, cette sauvagerie de la nature face à lui qui reste stable. Alors, il fait quand même un geste de surprise avec ses mains. C'est parfois quand on essaye de rester droit dans ses bottes et qu'on est malgré tout submergé de choses, on peut se voir un peu comme cet empereur face à la mer. Le pendu, avec d'un côté le loup sous la lune, hurle-t-on sous la lune, et cette sirène autour qui est presque comme un ouroboros mais qui ne se mord pas la queue, et cette roue ici qui marque le temps, c'est une horloge, c'est très très Docteur Who là pour le coup. On prend le Tardis avec le pendu et on retrouve la forme classique du pendu. Donc c'est le temps qui passe et puis les choses qu'on oublie, les choses qu'on cache dans notre inconscient. J'interprète ce poisson comme ça. Et puis parfois le fait qu'on soit bloqué ici par ces rochers ou ces falaises. Et enfin, le magicien qui s'appelle le maître des secrets. Dans cette grotte, symbole de féminité, mais aussi de savoir, toujours en référence, bien sûr, à la grotte de Platon, que vous avez dû étudier si vous étiez en philo en terminale. Sinon, je vous invite à lire sur Wikipédia, parce que je ne vais pas vous résumer toute la grotte de Platon, mais c'est quelque chose d'assez intéressant à lire. Donc, allez voir la grotte selon Platon. Ça parle en fait de la construction de la société et aussi de la construction de notre propre esprit. Donc ici, ce magicien, on retrouve forcément la table avec les différents éléments qui vont constituer les arcanes mineurs. Et ici, cette lumière qui vient d'une fissure dans la roche, ça m'en rappelle une grotte qui s'appelle la grotte d'amour près de chez moi et dans laquelle il y a une table et où je vais jouer du tambour rituel. C'était pour la petite histoire personnelle. Alors bien sûr, vous avez les catégories d'arcanes mineurs. Ici, vous avez les épées. Alors comme on va vite les montrer, donc il y a l'as d'épée. Celui-là, j'aime beaucoup avec cet échiquier qu'on retrouve. Ici, c'est l'esprit de l'épée avec ce pan qui s'ouvre sur ce visage presque de Zeus. Le fait que on peut se piquer soi-même et parfois se foutre soi-même dans la merde. Ici, on a le roi d'épée qui est en méditation. C'est presque science-fiction, j'aime beaucoup cette carte. Ici, cette femme avec le trident
qui avance dans un ruisseau et la lune derrière. Celle-ci avec ses pêcheurs, on est dans l'attente et il y a toujours la lune ou le soleil ou les deux. Et ici c'est carrément l'hydre de Lerne ou un autre serpent mythologique. Ici ce feu qui régénère ou qui tue, et puis je crois que ce sont des chaînes qu'on coupe, ou auxquelles on s'attache. C'est la libération. Cette femme qu'on retrouve dans la forêt, sous terre, et cette autre femme qui dort dessus, c'est presque Gaïa, et l'humanité au-dessus d'elle qui rêve ou qui essaye de rêver. Ici, on est presque dans le petit chaperon rouge ou dans de l'urbex, de l'exploration urbaine. Dans ce taudis, cette femme habillée en rouge, elle semble chercher quelque chose, perdue parmi les fantômes d'un passé. On retrouve Mitra ou le taureau, c'est très mitraïste. On retrouve une figure lumineuse, on avait les figures sombres dans les arcanes majeures, donc très intéressant, symbole du taureau. Et enfin la reine d'épée, et puis la coupe d'épée. Voilà, pour les épées, j'oubliais cette carte que j'aime beaucoup, qui ressemble beaucoup à l'île des morts de Beuclin, donc, sauf que le passeur, c'est nous qui devons passer le Styx, ce fleuve ici, jusqu'à entrer aussi dans une grotte et retrouver cet être de lumière en haut qui peut nous illuminer. On retrouve l'idée que rien n'est une fin, tout est un commencement. Ensuite, on a le denier, les pentacles ici, avec ce poisson et cette femme méditative dedans, qui est dans un jardin. On retrouve aussi l'anque. Donc ça, c'est le 5 de denier. On a, et forcément ici, le 6 de denier, avec le chat noir, le crapaud, cette femme assise sur un tronc. Ici, une apparition mariale qui est très intéressante sous la lune. Beaucoup d'apparitions mariales ont eu lieu dans des arbres. Certaines personnes ont vu et Marie représente dans la chrétienté ce que dans le paganisme on peut rapprocher donc de la terre-mère et de tous ces archétypes de femme-mère et de déesse de la terre, fertilité, mort, cycle, recommencement. Ici un oignon qu'on pèle. Ici c'est un homme qui pense. On retrouve un corbeau sur son épaule. Est-ce Ugin ou est-ce Munine? Je ne sais pas. On retrouve le soleil et la lune. Ici c'est un djinn. Ce qui est assez drôle, c'est de voir qu'on dirait presque des sœurs. Et donc ce djinn, c'est mon chien qui arrive. Qu'est-ce que tu veux, Poupine? Il s'appelle Doc en fait, comme le docteur. Tu vas pas nier? Non? Alors lui, je peux pas vous le montrer parce qu'il est aussi souple qu'une bûche. Ici, on a cette femme entourée d'hommes qui leur explique des choses, non, qui fait à manger. Je l'avais pas encore vu celui-là. Qui les nourrit. Ici, une carte très enlevée de danse avec le feu qui sort de l'arbre. Celle-là que j'aime beaucoup, qui rappelle la Vénus de Willendorf, avec tous les symboles de vraiment la terre-mère. Donc on est passé de ces représentations mariales au début de représentation des mères et de la fertilité avec ces terres-mères, ces Vénus antiques et préhistoriques. Ici, on dirait un ent. Ceux qui ont lu Tolkien savent que les ents sont des arbres qui marchent et qui se déplacent très lentement et qui parlent très lentement. On pense à Sylvebarbe. Donc cette ent, pouvoir de savoir, on retrouve les racines ici en bas, les clés du rêve ou la serrure,
Ici, on est dans le rêve avec les différents symboles de l'inconscient. Ici, ça me rappelle presque du Van Gogh avec ces boules dans le ciel. On peut supposer que ce sont des sapins. Ici, le crapaud. On est presque dans l'expérience avec ce côté un peu électrique ici. Donc vraiment, je trouve très réussi. Donc il y a les bâtons. Ici, on est presque dans Little Nemo, la BD, avec le lit qui vole. Ici, cet épanouissement dans cette fleur. Ici, on est dans une grotte, cette fois-ci pavée d'améthyste. C'est quand on est enfermé sur ses richesses. Ici, ce petit temple ou ce belvédère, un peu à la grecque, avec le cyprès ici, qui est une symbolique dans la magie, ce cheminement pour y aller. Et puis le fait qu'on y amène quelque chose. Ici, ce personnage qui accueille dans la forêt un couple, c'est très intéressant aussi. Que vont-ils trouver dans la forêt? Je trouve que ce sont des cartes qui amènent à la méditation et je pense qu'on fera des méditations dessus. Ici, cette femme enfermée dans le cercle de feu. Ici, celle-ci qui médite dans une pause proche de celle de Cernunnos. Ici, cette église ou maison avec cet escalier. On ne sait pas ce qui nous attend dedans, on voit les yeux. Ça rappelle l'archétype de plein de maisons différentes. Ça me rappelle aussi la carte du tarot Lenormand avec une maison, je ne sais plus laquelle. Ici, il y a un éléphant, on dirait presque Ganesh, et il y a un serpent, une pagode, non, c'est pas une pagode, un bateau à voile dont j'ai oublié le nom. Ici, on retrouve un Cernunnos avec une corde de pendu, avec une épée, donc le cycle. Encore ici un serpent. Il y a beaucoup de serpents, mais parce que le serpent a beaucoup de significations différentes. Celui-ci est enfermé, peut-être dans la bouteille qui a servi à recueillir son venin. Donc ça, c'était pour les bâtons. Et enfin, les coupes. Donc, il y a cette femme qui porte la terre sur elle, entre un serpent et un poisson, et des ailes. Il y a cette carte avec le papillon qui est symbole de renaissance, mais on est aussi à la fois dans quelque chose de très utérin, dans cette grotte avec des racines. Ici, on est plus dans le savoir avec cette colonne. Et puis, ces poissons qui sautent toujours. Le poisson aussi a différentes significations. Ça va dépendre de votre tirage. Ces personnages aussi qui se parlent et sont liés. Ça me rappelle les parcs. Donc, ces déesses grecques du destin qui sont reliées par un fil. Il y en a une qui file, une qui tourne le fil et une qui va couper le fil. Et c'est le fil du destin des hommes. Cette coupe qui peut rappeler le Graal. Ici, elle symbolise aussi l'amour, le lien entre les personnes, avec aussi cette histoire de renaissance et d'esprit saint. On retrouve l'hermétisme chrétien. Ici, ce cheval sauvage qui traverse la mer, qui est encore plus sauvage. Ici, cette ronde autour d'un atome. On est dans quelque chose de quantique. On est dans l'universel, presque le chat de Schrödinger. Ici, cet homme qui tient des torches. Non, là, on est presque à Tesla. Après Schrödinger, le chat de Schrödinger, on arrive à Tesla et l'électricité, c'est pas mal. Ensuite, ici, c'est un œuf. On est dans l'alchimie avec ce feu en dessous. Toujours la forêt qu'on retrouve sur beaucoup de cartes. L'équilibre avec la balance.
Donc voilà, ici on est dans l'Égypte avec l'élévation et le scarabée, toujours symbole du cycle et du savoir. Et puis cette carte avec ce lion qui sort de ce chaudron aussi, quelque chose de très alchimique pour le coup. Le lion vert qu'on retrouve en alchimie, ici il n'est pas spécialement vert, mais je pense que c'est une référence. Le saumon, le miroir forcément, ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on voit dans le miroir, tous ces questionnements autour du miroir et son rôle aussi dans la magie. Les grues, symbole d'amour, et puis en même temps ces fleurs qui enferment, toujours se méfier, et on revient à la première. Donc voilà pour ce tarot, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez trouver le tarot, donc c'est le Mystical Dream Tarot de Janet Piedilato. Et donc c'est un très très beau jeu. Ce serait bien qu'il sorte en français, si jamais quelqu'un m'entend, pour ceux qui l'aimeraient. Mais les images sont très très belles et donc voilà, j'avais envie de vous le présenter. Donc si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner en dessous. Moi je vous dis à bientôt. Je ne sais pas quelle sera la prochaine vidéo, mais vous verrez. Ici c'est à la bonne franquette. Et je vous dis à bientôt.